Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal télévisé de 22 heures. Au programme ce soir, les principaux faits marquants de la journée à suivre dans nos titres. Dans un contexte diplomatique marqué par des relations renforcées, le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui une délégation chinoise, une rencontre stratégique qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Et en marge des enjeux environnementaux mondiaux, l'Université de Djibouti a accueilli la première assemblée doctorale pour l'adaptation climatique. En plein cœur du conflit, Gaza vit une nouvelle tragédie près de Palestiniens. Eh bien, 100 Palestiniens donc ont perdu la vie en seulement 24 heures, victimes de violences israéliennes qui ne cessent donc d'aggraver la crise humanitaire. Nous ouvrons ce journal avec une rencontre diplomatique importante. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti une délégation venue de la République populaire de Chine. Cette délégation a été conduite par le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhang Qingwei. L'ambassadeur de Chine, Hun Bin, était également présent pour accompagner cet accueil. Après d'usage, un premier entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur de l'aéroport. Ce moment d'échange a permis donc de souligner la profondeur des liens historiques entre Djibouti et la Chine. Ces relations décrites comme un modèle de coopération exemplaire repose sur des valeurs partagées et un respect mutuel. Une visite officielle qui témoigne visite officielle qui témoigne une fois de plus de l'amitié solide et durable entre les deux nations. Et après cette rencontre protocolaire à l'aéroport, la délégation chinoise a poursuivi son programme avec une visite clé à la gare de Nagad. Et bien, véritable point central du chemin de fer Éthiopie. Djibouti, ce projet phare incarne la coopération fructueuse entre Djibouti et la Chine dans le domaine des infrastructures. Cette visite s'est déroulée en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment la première vice-présidente, Safia Elmi Djibril, le deuxième vice-président donc, de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaes, ainsi que d'autres figures de l'Assemblée nationale, dont le député Salman Dahir, président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Chine, et le questeur, l'honorable Ibrahim Abdo. Ce chemin de fer, qui est la première ligne ferroviaire, est et électrifiée d'Afrique de l'Est illustre le partenariat stratégique entre nos deux nations. Une visite qui s'inscrit également dans une dynamique d'échange et de partage d'expériences entre les groupes d'amitié parlementaires pour consolider un partenariat durable entre les deux institutions législatives.
Et nous poursuivons ce journal avec un événement marquant pour le secteur éducatif à Djibouti. Hier, donc l'école base de Wéha a été le théâtre d'une cérémonie d'une cérémonie mémorable, l'inauguration d'une nouvelle bibliothèque. C'est Matal Serid. De base de Wéha a accueilli une cérémonie mémorable, l'inauguration d'une bibliothèque, un événement marquant pour les élèves de la communauté éducative. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Hamoud, était présent aux côtés de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Cynthia, ainsi que du préfet de la région, des représentants du conseil régional, des parents d'élèves et des élèves. Cette bibliothèque entièrement financée par les États-Unis représente un pas important vers une amélioration des conditions d'apprentissage dans la région. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, riche en couleurs, en émotions. Les élèves ont eu l'occasion de montrer leur créativité à travers des sketchs, des poèmes et diverses animations mettant en avant l'importance de la lecture et de l'éducation. Dans son discours, l'ambassadrice a exprimé sa gratitude envers la population de Wéha pour leur accueil chaleureux. Elle a souligné que cette bibliothèque est bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est un symbole de l'engagement des États-Unis envers le développement éducatif de la République de Djibouti. Mme Cynthia a également insisté sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et la République de Djibouti, affirmant que cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la qualité de l'éducation. Le représentant du conseil régional d'Arta a pris la parole pour rappeler l'importance cruciale de la lecture dans le cursus scolaire, encourageant les élèves à profiter des ressources qui seront désormais à leur disposition. Pour conclure la cérémonie, le ministre Moustapha Mohamed Hamoud a remercié les États-Unis pour leur soutien indéfectible envers son ministère et a exhorté les élèves, les enseignants et les parents à faire bon usage de cette bibliothèque. La cérémonie s'est clôturée par un moment convivial autour d'un café et d'une photo de famille à immortaliser cette journée inoubliable pour l'école de Wéha et ses élèves. Cette inauguration marque une étape significative dans l'effort continu d'améliorer l'accès à l'éducation et à la culture dans la région. Et ce moment a été donc également l'occasion pour l'ambassadrice des États-Unis de s'adresser à l'audience dans son discours. Elle a salué l'accueil chaleureux de la population de Wéha et a rappelé donc que cette bibliothèque est bien plus qu'un simple bâtiment. On l'écoute. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de partenariat que je me joins à vous pour marquer l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque pour l'école Wéha. Une fois inaugurée, cette installation sera le symbole d'une collaboration fructueuse entre le ministère djiboutien de l'Éducation et l'ambassade des États-Unis. Elle représente bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est également un phare d'espoir et une promesse de savoir. Partout dans le monde, l'éducation sert de passerelle vers les opportunités et est un pilier du développement. Elle est au cœur de la création d'un monde plus inclusif. Cette bibliothèque est un témoignage de l'engagement inébranlable de mon pays, les États-Unis de l'Amérique, en faveur de l'excellence éducative à Djibouti. Chaque bibliothèque symbolise l'engagement des États-Unis à autonomiser la jeunesse djiboutienne à travers la lecture et l'éducation. Les bibliothèques sont un des lieux magiques où les enfants peuvent apprendre et explorer le monde à travers les livres. Ensemble, nous continuons à construire des ponts de connaissances qui nous unissent dans notre humanité commune et dans la quête d'un monde meilleur pour tous nos enfants. Un message également relayé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, prenant la parole. Il a exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour leur soutien constant à son ministère. Il a encouragé élèves, enseignants et parents à tirer le meilleur parti que cette nouvelle infrastructure, véritable levier de développement de l'apprentissage dans la région. On l'écoute. Ambassadrice, c'est vraiment un plaisir et une émotion de parrainer cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de l'école de Wéha. Une bibliothèque qui s'inscrit bien dans cette quête que le ministère a engagée depuis quelques années sur la qualité des enseignements, apprentissage, comment faire de nos enseignements un enseignement de qualité et le fait qu'une école dispose
d'une bibliothèque et en soi, bien sûr, cette recherche et cette disponibilité pour les élèves d'un cadre de travail agréable. Une bibliothèque est donc un instrument d'éducation et d'épanouissement des élèves. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette bibliothèque? C'est bien sûr avant tout la lecture. Et la lecture est bien sûr la porte d'entrée pour faire voyager, comme l'ont très bien dit les élèves dans leur sketch, permet de voyager les élèves, créer des imaginaires et développer l'esprit créatif et l'écriture. La bibliothèque fait partie donc dans l'environnement scolaire qui a un effet de levier important dans l'amélioration de la lecture et de la qualité des apprentissages. Donc je voudrais ici remercier l'ambassade américaine pour cet appui et son soutien permanent pour une éducation de qualité et inclusive, notamment à travers bien sûr les projets DEGRA, les projets Play to Learn et les projets sur l'employabilité des jeunes avec USAID. Donc c'est toute la communauté de la localité qui est présente et qui vous dit merci pour ces cadeaux, merci pour bien sûr pour ce lieu privilégié où bien sûr naissent le futur de Djibouti. Parce qu'aujourd'hui vous avez devant vous les futurs de Djibouti, donc c'est eux qui vont prendre la relève demain et donc certainement dans leur petite tête quelque part ils vont garder ce souvenir et vous dire encore une fois merci. Nous restons dans l'actualité nationale avec une initiative importante en faveur des personnes en situation de handicap. Ce matin, dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé une formation au Sheraton Hotel. Cette session a été centrée sur les différents modèles de la clinique et le retard mental. Elle vise à outiller les participants pour un accompagnement plus adaptés et humanisés en leur fournissant des stratégies et des outils concrets pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes concernées. Un événement marqué par la présence de plusieurs personnalités, parmi elles le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, accompagné de hauts responsables des deux institutions. Cette formation poursuit plusieurs objectifs clés: comprendre les principaux modèles théoriques de la pédagogie clinique, identifier des approches adaptées pour les élèves en situation de retard mental et mettre en œuvre des outils pratiques pour améliorer leur apprentissage et leur intégration. Ce matin, nous participons à un atelier dans le cadre de la Semaine nationale de l'handicap avec la MPH et au Sheraton Hotel, concernant donc la 6e édition pour l'année 2024. Il concerne donc les objectifs de cet atelier que nous participons aujourd'hui. C'est un atelier effectivement donc assez constructif, un atelier de formation dans le cadre de la pédagogie clinique. Comme vous le savez, donc, je suis un cadre aussi du ministère de l'Éducation nationale et donc du centre de formation. Et l'objectif de cette formation nous permettrait bien sûr de mettre en place un plan de formation sur la pédagogie clinique. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pour objectif donc un cap sur la qualité, l'inclusivité et l'équité. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle éduque aussi des enfants à besoins spéciaux, que ce soit donc dans toutes les formes d'handicap. C'est la raison pour laquelle cette formation nous permettra de mettre en place donc une expertise, des outils qui vont effectivement donc permettre au centre de formation de former les enseignants et les personnels du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a souligné dans son intervention l'engagement de son ministère à promouvoir une éducation inclusive et adaptée. Comme vous le savez très bien, le ministère de l'Éducation nationale, sa devise est bien sûr une éducation pour tous.
mais également l'inclusivité. Comme l'a très bien dit le directeur général, pas mal d'efforts ont été déjà fournis pour bien sûr permettre également à ces enfants présentant des handicaps d'avoir accès à l'école, en essayant déjà d'accroître l'accès, parce qu'il était question également de permettre, parce qu'on avait fait pas mal de sensibilisation avec l'agence pour que les parents envoient déjà leurs enfants à l'école. Parce que les premiers handicaps, le premier obstacle, c'était que déjà, il y avait cette mauvaise habitude que dès que l'enfant était dans une famille handicapée, il faut les ressources humaines qualifiées, il faut des enseignants qualifiés, formés dans ce domaine. Là encore, on est parti bien sûr à la recherche des experts, et nous, dernièrement, dans une mission à Cuba, j'ai pu avoir un contrat avec des experts cubains et qui aujourd'hui, officiellement, font office donc d'experts, mais également de formation et d'accompagnement des enseignants. Et depuis, ces experts, comment ils ont travaillé, ils ont commencé déjà à trier les différents types d'handicap. Voilà l'effort du ministère. Les besoins est toujours là en ressources humaines, parce qu'après il y a les équipements, il y a les matériels. Donc nous essayons, avec le peu de moyens que nous avons également, d'améliorer l'infrastructure, d'améliorer les équipements et les matériels didactiques, mais également d'améliorer et de former nos personnels pour qu'ils soient en mesure bien sûr de former encore plus. Encore une fois, merci à vous tous et profitez donc de cette riche expérience, et je vous souhaite bien sûr un travail fructueux à cet atelier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un programme donc ambitieux qui met en lumière la volonté de Djibouti de garantir à chaque citoyen un accès équitable à l'éducation. À Djibouti, la lutte contre le changement climatique franchit une nouvelle étape sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre d'études et de recherche pour le développement, le CERD, l'Université de Djibouti, études et de recherche pour le développement, le CERD, l'Université de Djibouti et l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ont organisé la première assemblée doctorale, de l'Alliance doctorale pour l'adaptation climatique. Cet événement, une première dans son genre, a rassemblé chercheurs, étudiants, doctorants et experts en sciences de l'environnement avec pour objectif d'échanger des idées et de partager des expériences face aux défis climatiques. Un programme ambitieux au cœur des préoccupations régionales. L'Alliance doctorale se fixe pour mission donc de renforcer les capacités de recherche des jeunes scientifiques, particulièrement dans les domaines de l'adaptation et de la gestion des risques liés au changement climatique. De plusieurs pays représente une réponse concrète et collaborative aux défis posés par les changements climatiques. Elle incarne des valeurs que nous partageons tous, la solidarité scientifique, l'ouverture et l'engagement envers un avenir durable. L'Université de Djibouti est fière d'être un acteur clé de cette alliance. En tant que directeur de l'école doctorale, je peux vous assurer que de l'entière mobilisation de notre institution dans ces projets ambitieux, nous mettrons à disposition nos ressources académiques, nos chercheurs, nos étudiants pour contribuer à l'avancement des connaissances et des solutions dans le domaine de l'adaptation climatique. Écoutons tout d'abord le directeur général du CERD qui revient sur la portée de cette initiative. Ce qu'il faut dire, je pense, à l'occasion de cette journée-là, qui nous réunit autour du projet l'Alliance doctorale à l'adaptation climatique, c'est que au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a une véritable continuité dans le temps, et cela, en fait, a pris naissance déjà depuis plus de 10 ans, une dizaine, quinzaine d'années facilement, sinon plus. C'est en fait essayer de rassembler la communauté scientifique pour qu'il y ait une synergie dans la démarche scientifique à l'échelle de la région, de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, afin de comprendre en fait quels sont les impacts des changements climatiques, car nous savons que les modèles globaux ont malheureusement leurs propres limites. Quoi qu'en soient les méthodes qui ont été développées autour de cela, aujourd'hui, ils ne répondent pas à nos propres besoins aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous sommes parfaitement dans la continuité à travers le ministère, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais aussi nos partenaires dans le domaine de la recherche comme l'Université de Djibouti et aussi d'autres partenaires de développement comme l'environnement, la direction de l'agriculture, la direction de l'eau, etc. et tous les autres partenaires qui sont là aujourd'hui parmi nous. Je ne vais pas m'étaler davantage, je voudrais juste rappeler
un point essentiel, c'est que nous, de la communauté scientifique, nous avons la responsabilité face à nos décideurs publics de fournir les données essentielles à la base pour pouvoir tracer les orientations du développement durable dans nos régions. L'ambassadrice de France présente lors de l'événement a également salué l'importance de ce partenariat dans le cadre de la coopération scientifique entre la France et Djibouti. Je voulais vous dire deux choses ce matin. D'abord, à quel point tout ce que nous avons fait avec mon équipe, avec Eric, avec David et avec les collègues de l'IRD qui nous ont soutenus et encouragés, tout ça nous l'avons fait parce que vous nous avez donné l'inspiration. Parce que cette communauté de recherche, parce que votre vision de l'Observatoire régional sur le changement climatique, parce que votre ambition de mettre ensemble, de faire de la synergie, de faire de la science ouverte, de vous occuper des problèmes qui vous concernent et vous animent au quotidien, votre volonté de travailler en synergie régionale, c'est ça qui nous a inspirés pour qu'on construise l'instrument technique qui nous a permis de financer cette ambition. Donc c'est l'inspiration que nous avons trouvée en discutant avec vous, en échangeant avec vous, qui nous a permis de mettre en place ce nouvel outil que nous espérons effectivement, Djaloudine a raison de le rappeler, qui restera dans la durée. Nous l'avons démarré, maintenant c'est notre bien commun, c'est notre bien collectif. Il s'agira de le faire perdurer pour les autres générations. Et en ces périodes où il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de contestation des principes scientifiques dans les médias, nous avons aussi en tant que communauté scientifique un message à envoyer sur l'effort que représente la rigueur scientifique, mais aussi la chance que ça représente pour nous tous. Et je suis particulièrement fière de voir à la fois une grande diversité dans la salle, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Djiboutiens, des Kenyans, des Éthiopiens, des Tanzaniens, des Somaliens. C'est ce message-là que nous devons faire passer. C'est ensemble, c'est un collectif que nous surmontons les défis climatiques. Et enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur a réitéré l'engagement du gouvernement djiboutien à soutenir des recherches innovantes et à renforcer la formation des jeunes scientifiques. On l'écoute. C'est quelque chose de très très particulier. Particulier d'autant plus qu'elle s'adresse à l'adaptation pour les changements climatiques. Elle permet quoi en fait? Elle permet à des chercheurs de divers pays, avec divers moyens, d'œuvrer sur la connaissance du climat dans la région, d'optimiser nos moyens. Nos pays ne sont pas très riches, mais chaque pays a quelque chose à apporter. Elle peut apporter au niveau de la connaissance, des hommes et des femmes qui ont cette connaissance d'abord, la connaissance, mais également les outils que nous développons les uns et les autres et la réflexion. Pour que nous ne vivions pas en vase clos. Ça permet également d'œuvrer pour la paix, en rapprochant les chercheurs, les scientifiques, les techniciens. On peut œuvrer pour donner des outils pour gérer ou anticiper sur les conflits, donner des directions aux politiques pour leur expliquer à travers les données et la recherche que nous avons trouvées dans cette alliance, leur proposer des schémas d'adaptation qui puissent prévenir les conflits. Alors, ce projet ADAC, il a également cette particularité, certes, il y a une alliance pour l'adaptation pour le climat, mais elle n'est pas que théorique. Souvent, on reproche aux chercheurs d'être très théoriques. Comment cela peut impacter la population? Et c'est là où ce projet prend une autre dimension. Cette dimension de se dire, dans chaque pays, nous allons prendre une zone d'adaptation prioritaire, et j'aime bien le mot innovation. C'est-à-dire à partir de la recherche que nous avons et des données que nous avons collectées, comment donner à nos techniciens, mais pas uniquement aux chercheurs, mais également partir du savoir local pour que on puisse innover par rapport à un stress hydrique, par rapport à problèmes de santé, par rapport à des maladies émergentes, par rapport à l'environnement. Donc ce sont tous ces éléments. Tout à l'heure, l'ambassadrice disait qu'elle souhaitait que ce soit durable. Je le souhaite du fond du cœur parce qu'on ne voudrait pas s'arrêter uniquement à l'Afrique de l'Est. On voudrait vraiment s'ouvrir à l'Afrique de l'Ouest. Et quand on veut réussir quelque chose, moi je suis pour le rapprochement
des hommes et des femmes, des cultures, des continents. Et ce premier travail que nous faisons avec la France, je pense que l'Afrique aujourd'hui souffre de ce problème de changement climatique, l'Europe, le monde, et une grande partie du savoir et de la technologie se trouve en Occident. C'est ce partenariat entre la connaissance et l'optimisation de nos moyens matériels et techniques qui peuvent œuvrer bien sûr pour la paix, mais également rapprocher les populations sur une problématique très très importante. Une alliance prometteuse qui place Djibouti au cœur des efforts régionaux pour relever le défi climatique. Autre information, à Djibouti, la coopération religieuse entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti se renforce avec l'inauguration ce matin de la deuxième session de formation religieuse dédiée aux ulémas, imams et prédicateurs. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel Kipensky sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barre, en présence de l'ambassadeur saoudien et de nombreuses personnalités, dont l'attaché religieux par intérim. Des responsables du ministère et des érudits des deux pays ont également participé à cet événement marquant. Une initiative qui témoigne de l'engagement des deux nations dans la diffusion des valeurs de modération. Cette session de formation inscrite dans les efforts continus du Royaume d'Arabie Saoudite vise à renforcer les capacités des leaders religieux en promouvant une pensée modérée et équilibrée dans le monde islamique. L'ambassadeur saoudien a exprimé sa fierté de cette collaboration fructueuse, soulignant le rôle clé de son pays dans le soutien des programmes éducatifs et de sensibilisation. Il a également rappelé les relations bilatérales solides entre la République de Djibouti et le Royaume, l'ambassadeur, poursuivant ses propos, a salué les relations bilatérales solides entre le Royaume, sous la direction du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et la République de Djibouti, dirigée par le président de la République Ismaël Marguerite. De son côté, le ministre Mohamed Hassan Barre a mis en avant l'importance de cette initiative pour former des leaders religieux capables de répondre aux défis religieux contemporains et de diffuser les valeurs de paix et de tolérance prônées par l'islam. Cette session, a-t-il dit, s'inscrit dans la vision du ministère avec notamment la création de Al-Wasatiyya et de la culture de la paix. Le ministre a également salué la tenue prochaine des futures sessions à la mosquée du roi Salman à Djibouti-Ville, véritable phare scientifique et religieux qui symbolise les liens fraternels profonds entre les deux nations. À Yaoundé, une visite officielle de 48 heures marque un moment clé dans la campagne de soutien à la candidature de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a été reçu par le président du Cameroun, Paul Biya, lors d'une audience. Il a transmis un message spécial du président de la. Il a transmis un message spécial du président de la République. Ismaël Marguerite, son homologue camerounais. Une rencontre stratégique qui renforce les liens entre Djibouti et le Cameroun. Les discussions ont également porté sur les priorités du programme du candidat djiboutien, Mohamed Ali Youssouf, pour la tête de la Commission de l'Union africaine. Les échanges ont également exploré des pistes de coopération bilatérale et des opportunités de collaboration dans les domaines stratégiques au niveau continental et international. Retour à Djibouti, une visite a eu lieu au camp de Doralé. Le colonel Waïs Omar Bororé de la garde-côte djiboutienne a reçu mercredi le général Michael Langlais, commandant des États-Unis pour l'Afrique, Africom, dans le cadre de sa mission de travail à Djibouti. Un déplacement stratégique marqué par la présence d'une délégation américaine de haut rang. Le général anglais était accompagné de Mme Cynthia Kirsch, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, du major général Brian Cashman, commandant de la Combined Force Horn of Africa, ainsi que d'autres hauts responsables américains.
À son arrivée, le général a été accueilli par le colonel Ouass Omar Bourré avant de passer en revue les troupes d'honneur de la garde côte djiboutienne dans une cérémonie solennelle. Lors de cette visite, le colonel Ouass Omar Bourré a présenté les missions et les réussites de la garde côte djiboutienne, eh bien, un acteur clé dans la sécurité et la sûreté maritime au niveau local et régional. Des échanges constructifs pour renforcer la coopération bilatérale dans la région. Le colonel a également mis en avant les opportunités de collaboration avec les forces armées américaines, notamment dans les domaines de la formation et des exercices conjoints. La visite s'est conclue par une discussion approfondie sur les moyens de consolider le partenariat dans le domaine de la sécurité maritime régionale en mettant l'accent sur les défis communs et les solutions collectives à apporter. Un moment fort marqué par le traditionnel échange de cadeaux entre les deux parties, l'amitié et la coopération entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une cérémonie significative à Kol Angar, à Obok. Cette cérémonie de déclaration communautaire visait à marquer un tournant décisif dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Une initiative qui a vu la communauté se mobiliser pour l'abandon total de cette pratique néfaste. Au cœur de cet événement, la communauté de Kol Angar a pris une décision collective importante, celle de renoncer définitivement à l'excision, un engagement fort pour protéger la santé physique et mentale des jeunes filles. Ce geste a été marqué par l'empreinte symbolique laissée sur le mur de la déclaration, signifiant la volonté commune d'une communauté unie contre les mutilations génitales féminines. Une cérémonie qui a réuni des acteurs clés et des membres de la communauté locale pour partager cet engagement. Eh bien, la cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont le sous-préfet de Kol Angar, la coordinatrice des projets de l'UNFD, un représentant de Kaizen Company, ainsi qu'un représentant du bureau du HR de Bok. Le lieutenant de la localité, le directeur de l'école et bien sûr la communauté locale, tous ont affirmé leur engagement à faire de Kol Angar une localité modèle dans la lutte contre cette pratique. Et ce n'est qu'un début, puisque cette initiative s'étendra à plusieurs autres localités. Cette action marquante s'inscrit dans un programme ambitieux avec la présentation par le comité de gestion communautaire d'une feuille de route sur 10 ans, visant à pérenniser l'abandon des MGF et à promouvoir des pratiques positives. Après Kol Angar, ces déclarations se poursuivront à Renda, Damerjog, Golabous, à Samo et à Djibouti-Ville, dans la commune de Belbela. Incendie au Héron, dégâts donc importants, mais intervention rapide. Ce matin, aux alentours de 9 h, un incendie a éclaté dans le quartier résidentiel du Héron, causant des destructions considérables dans une salle de spectacle. Selon les premières informations fournies par les officiers de la protection civile, bien que l'incendie ait été dévastateur, il a rapidement été maîtrisé grâce à l'intervention rapide et coordonnée des sapeurs-pompiers, des techniciens et des forces de police. Ces derniers ont été alertés par des voisins et des passants et sont intervenus sans délai pour la propagation des flammes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cet incendie. Dans l'actualité internationale, la défense civile à Gaza a rapporté ce matin que près de 100 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes au cours des dernières 24 heures dans le cadre d'un nettoyage ethnique qui dure depuis plus d'1 an. Le massacre s'inscrit dans la longue série d'agressions militaires israéliennes. Parallèlement, une délégation du Hamas est arrivée samedi au Caire pour discuter d'un potentiel cessez-le-feu à Gaza après la mise en place d'une trêve entre Israël et le Hezbollah au Liban.
C'est la fin de votre journal télévisé. Merci de votre fidélité et de votre attention.